président du service des sports, si je vois qu'il y a une représentante du service des sports, mais je crois que la conseillère municipale déléguée va nous rejoindre. Étant donné que M. Appéré et l'autre conseiller municipal délégué sont à vous aller, je crois, pour le vélodrome, ils ne pourront pas être présents ce soir. Pourtant, j'avais annoncé la date du débat. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le président du comité départemental olympique, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les présidents, merci. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je vais donc entamer le débat ce soir. Je vais faire une petite introduction. Quel avenir pour les emplois sportifs associatifs? La mutualisation dans le secteur associatif sportif, l'avenir des emplois sportifs associatifs. La mutualisation peut être envisagée comme une réponse possible aux questions que se posent différentes associations pour mener à bien un projet associatif commun. Si le recours au temps partiel est prédominant, cette réponse n'est ni satisfaisante pour les associations employeurs ni pour le salarié. Face au morcellement de l'emploi et à la difficulté pour plusieurs structures de recruter sur du temps plein, la mutualisation peut constituer une solution. Deux approches peuvent être envisagées, soit la mise à disposition, soit le groupement d'employeurs. La nature de l'emploi mutualisé est variable. Les besoins s'orientent globalement vers deux thématiques d'activité, le développement administratif d'une part et de la discipline d'autre part. Si le premier champ d'activité ne semble pas poser de grandes difficultés en termes de partage, la mutualisation d'un poste d'entraîneur peut se montrer plus problématique en raison d'une demande très concentrée de l'emploi sportif sur les mêmes créneaux horaires. Deux leviers peuvent conduire à lever ce handicap. Le partage du temps de travail entre différents clubs en privilégiant les activités d'animation et non de compétition. Le partage du temps de travail avec une collectivité, intervention sur le temps scolaire, sur le sport en entreprise, sur les maisons de retraite et dans bien d'autres cas. En conclusion, la réussite d'un projet de mutualisation est conditionnée par la cohérence territoriale, la viabilité économique et la motivation collective. J'ai oublié donc de présenter d'abord les intervenants, savoir Thierry Michaud, maître de conférence en psychologie du sport à l'UBO et sociologue du sport. Sociologie. Patrick Kudelec, professeur d'éducation physique en retraite et vice-président chargé de mission à l'office. Et Marie Gay, qui est conseillère municipale, nous rejoindra tout à l'heure. Je passe donc la parole à Thierry. Patrick. Monsieur, vous m'entendez, c'est très bien. Alors moi je vais faire mon petit discours, mais c'est pas aussi bien que chez Étienne. Non, fait bon aussi. Nous sommes, je voulais vous dire, nous sommes actuellement dans une période de crise économique, politique, judiciaire, sociétale. Dans le domaine sportif, la masse des ministres, sous-ministres, secrétaires d'État depuis quelques années n'a pas arrangé les choses. Les choix ont été souvent faits à partir de critères politiques plus que de critères de compétences. C'est toujours ce que je pense. Bon, ce qui est plus grave, c'est que les différents gouvernements préconisent une augmentation des emplois sportifs en encourageant les fédérations à demander ou exiger ces fameux emplois dans leur projet de réduction de chômage. Cette politique, qui peut être interprétée comme une bonne initiative, a ses propres limites. Une aide ponctuelle au démarrage pendant 2 ou 3 ans, une exonération de charges, va engager les associations sportives dans un système qu'elles ne pourront plus gérer au moment de la pérennisation de ces mêmes emplois. En même temps, le ministère des Sports et les présidents de fédérations ont proposé la recherche de financement privé, mécènes ou partenaires. Alors là, il suffit d'entendre la déclaration du président du comité national olympique qui a dit qu'il fallait rémunérer les présidents de fédération de telle manière qu'ils puissent aller chercher de l'argent.
Malheureusement, la plus grosse partie de l'argent ne va pas aller vers les associations, petites ou moyennes, mais vers les grosses structures professionnelles qui vont tout aspirer et ne laisseront que les miettes au monde amateur. Les exigences administratives, sportives, réglementaires des fédérations ont créé la nécessité des emplois salariés afin de décharger le bénévole de certaines tâches qu'il ne peut pas assumer. C'est très bien de le réaliser, mais il faut pouvoir y mettre les moyens. Dans le projet de loi de finances de 2015, l'enveloppe du sport sera de 228 millions d'euros. Dans ce projet, 28 millions d'euros serviront à développer l'économie du sport et de l'emploi dans les métiers du sport et de l'animation. Par ailleurs, on peut constater que la somme allouée à la stratégie du sport de haut niveau 2015, et je trouve que c'est extrêmement important, est tout autre, à savoir 174 millions d'euros. La politique sportive du ministère est orientée vers l'international. Il y a 16 millions de licenciés pour environ 7 000 sportifs de haut niveau. Le monde du bénévolat mériterait d'être mieux accompagné car il est en grande difficulté. Tous ces emplois qui existent virtuellement et ne peuvent pas être assurés par les seuls bénévoles, et comment faire? Les ménages vont payer. Encore, il y a un droit d'accès au sport comme il y a un droit d'accès à la santé. Les deux ne sont-ils pas étroitement liés? Ne faudrait-il pas une autre redistribution de l'argent public? Le sport de haut niveau, ambassadeur de la France, ça c'est un détail, c'est moi qui dis ça pour rigoler, ambassadeur de la France devrait avoir droit à la caisse noire des crédits du ministère des Affaires étrangères. Le fossé se creuse entre le sport professionnel, sport spectacle et le sport amateur. 460 millions d'euros pour un club de football professionnel, 259 millions d'euros pour le CNDS. Moi, ça me fait sauter en l'air. En attendant, comment assurer les fins de mois? C'est le problème permanent de beaucoup d'associations. Alors, où trouver de l'argent? C'est pas... Bon, les collectivités territoriales, elles donnent déjà dans la majorité des cas l'utilisation gratuite des installations sportives, peuvent mieux faire. La baisse des dotations de l'État est une excuse trouvée pour limiter leur intervention. Elles sont tout de même les premiers financeurs des associations. La région, elle n'est intéressée que par des réalisations de gros volumes, les clubs phares, d'après M. Gilles. Le sport pour tous ne l'intéresse pas particulièrement. L'État, il semble que le problème existe dans la distribution des aides du CNDS, en particulier, qui est insuffisant. Ceci dit, le volume du CNDS est dérisoire comparé au budget de certains grands clubs. Voilà. Des solutions, je ne vais pas vous les donner parce que c'est vous qui allez les trouver. Alors je passe la parole à M. Michaud, qui est comment dirais-je, l'acteur principal de cette réunion. Voilà. Ouais, sachant qu'après, ce micro il va devoir se balader parce que il faudra que ça vienne de la salle parce que je vais besoin de tout ça. Ah oui, il y en a un autre là-bas. Voilà. Donc, merci beaucoup, Patrick. Ce qui m'a été demandé ce soir, c'est de vous faire une présentation assez courte d'un certain nombre de points autour de la question d'emploi sportif. Alors pour moi, c'est un peu une coïncidence. Ce matin, j'avais des étudiants de première année en cours sur ce thème-là. Bon, évidemment, je ne vais pas tout faire la même chose parce que ce sont des étudiants de première année à qui on explique en gros vers quoi ils peuvent se diriger, sachant qu'ils ont des représentations souvent fausses par rapport à ce qui les attend. Voilà, et il y a une autre coïncidence qui m'intéresse, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, mais on a une étudiante qui vient de finir un mémoire de 5e année sur la réforme des collectivités locales et l'influence sur les politiques sportives au sens large, qu'elles soient municipales ou autres. Et donc là aussi, je pense qu'il y aura quelque chose à regarder parce que la question de la clause de compétence générale est posée pour tout. On ne sait pas ce qui va en ressortir. Et c'est vrai que la façon dont la région, par exemple, s'intéresse à ce projet va sans doute être liée aussi à ce que l'on va donner aux régions sur un certain nombre de compétences. Voilà, donc moi, je vais vous dire très rapidement ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Alors, la première chose, c'est que ce ne sera pas une conférence, parce que je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas du tout l'exercice dans lequel on voulait fonctionner avec Patrick, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me couper dès que vous voulez.
ce sera plutôt un exposé de questions libres. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de poser sur la table des choses pour lesquelles je sais déjà qu'on n'est pas d'accord avec Patrick. Voilà, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse déclencher un certain nombre de réflexions, de prises de position. Il y a des témoignages également dont on a eu vent tout à l'heure qui vont sans doute venir sur la table. Et l'idée, c'est de provoquer des échanges. Peut-être qu'on n'a pas assez de moments comme celui de ce soir pour essayer de trouver des solutions au niveau local. Et donc, faire venir un peu l'innovation dans toutes ces questions. Et l'idée, c'est qu'on ait des pistes de réflexion. Voilà. Alors, je précise juste une dernière chose. Donc, sociologue du sport, oui, il se trouve que je suis un ancien prof d'éducation physique. J'ai été recruté à Brest en 1999 par un doctorat en sciences du sport, consommation sportive, que j'ai passé en région parisienne. Je suis bordelais d'origine, donc j'ai pas mal bourlingué, et je suis venu ici justement pour ouvrir une filière en management du sport. Ça ne s'est pas fait immédiatement parce qu'entre-temps j'avais d'autres compétences qu'on a utilisées ailleurs, et la filière que je pilote, le management du sport, est ouverte à l'UBO depuis 2 ans. Et c'est à ce titre que je me suis remis à m'intéresser à ces questions d'emploi sportif. Et pour finir, je vais vous en parler un tout petit peu après, justement là, j'ai également participé en 2001 à quelque chose qui n'avait jamais été réalisé avant 2001. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports avait longtemps essayé de le faire, mais en se heurtant des questions de chapelle, n'avait jamais réussi à finalement le faire. Et en 1999, il y a eu un colloque fondateur à l'UBO, organisé par quelqu'un qui s'appelle Philippe Lacombe, et qui a fait venir des gens de jeunesse et sport, de STAPS, des branches professionnelles. Il y avait le Cosmos qui était présent par exemple. Et donc ce colloque a lancé un travail de 2 ans qui a abouti à ce qui reste la référence aujourd'hui, ce bouquin sur l'emploi sportif en France. Voilà, donc il est consultable dans les bibliothèques de l'université qui sont accessibles au public également. En tout cas c'est le cas pour celle qui est juste à côté. Et c'est également quelque chose qui est facilement consultable puisqu'il a été diffusé à pas mal d'exemplaires. Et en plus, cette publication était un rapport qui avait été rendu à Jacques Lang et Marie-Georges Buffet, et donc il est également consultable sous forme de rapport. Ce que fait ce bouquin, c'est l'inventaire le plus exhaustif possible de la question de l'emploi sportif en France, et il le fait champ par champ, donc tout le monde peut y trouver son bonheur. J'ai 2-3 autres références que j'ai très vite passé dessus, mais pour vous montrer que c'est un sujet sur lequel il n'y a quand même pas grand-chose quand on regarde les travaux de recherche. C'est-à-dire quand on essaie de trouver des pistes pour faire avancer le sujet. Là, c'est un collègue donc d'à peu près la même génération que moi qui s'est intéressé depuis une dizaine d'années aux questions que l'on se pose en recherche sur l'emploi sportif. Donc ce sont des références que je laisserai donc à Patrick. Je ne sais pas si on peut les mettre en accès quelque part, mais voilà, ça c'est une référence en ligne, donc elle est consultable par tout le monde, et vous pouvez la récupérer. Voilà. Il y a également un deuxième article du même auteur, l'emploi dans le sport associatif et fédéral, un état de la question, dans une revue qui s'appelle la revue STAPS, qui est une revue de recherche en sport. Donc là c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais je pense que je peux arriver à le diffuser également. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions, mais que finalement quand on cherche, on ne trouve pas en très grand nombre. Alors, l'emploi sportif, la définition. Et puisqu'on va glisser sur l'emploi sportif association. Il y a une définition officielle, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, cette définition a été très tardive, et qu'il a fallu s'appuyer sur des travaux européens pour la définir. Pour une raison simple, c'est qu'on a une situation complètement atypique au niveau européen, avec le modèle dominant jeunesse et sport du début des années 60, quand Maurice Herzog, en 1959, est chargé de mettre en place une politique volontariste pour défendre le sport sur la scène internationale. Alors après, il y a plein d'anecdotes, les Jeux Olympiques de 1960, 5 médailles, 2 d'argent, 3 de bronze, aucune en or, etc. Donc De Gaulle qui chargeait Herzog de structurer tout ça. Derrière, il y a Mizoff, puis tout un ensemble de ministres derrière, le secrétaire d'État. Et donc, du coup, on a 40 ans de monopole sur les diplômes et sur le pilotage du sport en France par le ministère en charge des sports, avec ses différents noms successifs. Premier brevet d'État en 1963 et jusqu'en 2004, exclusivité des brevets d'État et un certain nombre de diplômes saisonniers pour avoir le droit de travailler en France. Donc, cette définition, elle a tardé à venir de l'emploi sportif parce que tout simplement, quand il n'y a qu'un ministère qui décide, eh bien, après tout, l'emploi sportif il est facile à définir, ce sont les gens qui ont le bon diplôme. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe partout ailleurs en Europe, on a des modèles très différents. Il y a des pays qui sont presque aussi structurés que nous, il y a d'autres pays où il n'y a pas de ministère en charge des sports, ce sont des instances différentes. Vous allez en Italie, il y a le CONI,
et les fédérations. Voilà. Donc il n'y a pas de ministère au sens français. Vous allez en Angleterre, la question des diplômes, elle n'est pas du tout pareille que chez vous. Vous allez beau avoir un diplôme, si on veut vérifier que vous êtes compétent en encadrement de kayak, on vous met sur un stade d'eau libre, on regarde comment vous descendez, et si vous arrivez intact en bas, on vous remet sur le même stade avec un élève, et puis on vérifie si vous êtes capable. Voilà, donc votre diplôme, à la limite. En France, on a un peu la logique inverse. Alors, pour définir l'emploi sportif, du coup, on est obligé de s'appuyer sur ces travaux européens qui étaient antérieurs à 2001, et en fait, on retrouve quelque chose d'assez logique. Il y a un noyau dur. C'est l'encadrement de la pratique, le face-à-face, alors pédagogique, encadrement, accompagnement, un encadrant, un encadré, ou alors plusieurs encadrés, et tout ce qui tourne autour qui permet que ce moment-là se passe bien. Voilà. Donc en gros, vous allez retrouver le management du sport attaché directement à la pratique. Et après, vous avez en amont tout ce qui est construction d'équipements, fabrication et distribution d'articles de sport. Donc en gros, tout ce qui va nous permettre d'avoir des infrastructures et évidemment toutes les chaînes de construction et de vente de matériel pour pratiquer. Et en aval, tout ce qui arrive pour tenir compte de ce qui s'est passé au moment de l'encadrement, la médecine, kiné, diététique, les centres de médecine du sport, le journalisme, le sponsoring. Alors c'est très théorique parce que dans la réalité, c'est un espèce de mouvement circulaire. Une fois qu'on a pratiqué, derrière on en prend de l'expérience, puis on remet devant de la nouveauté dans la construction de matériel, etc. Et puis, si on veut aller plus loin, le noyau dur dont je vous parlais, on peut encore le subdiviser, et moi j'utilise beaucoup ça avec les étudiants pour leur montrer la différence entre l'encadrant et puis ce qu'il y a autour de l'encadrant. Il y a l'encadrement dans la pratique, c'est le face-à-face encadrement encadré. Donc ça, ce sont nos entraîneurs. Et puis, il y a en amont autour de l'encadrement tout ce que l'on met dans le management du sport, au sens large, c'est-à-dire la gestion, l'organisation, le développement et la promotion. Sachant que dans un certain nombre de cas, on commence à avoir des présidents de club qui essayent de trouver le mouton à 5 pattes qui est capable de faire tout ça. À la fois le noyau dur, le cœur de métier, et puis tout ce qu'il y a autour. Et quand on se réunit au niveau régional pour discuter de tout ça, il n'y a pas toujours des trucs super intéressants, mais des fois il y a des choses qui émergent. Et l'année dernière, on avait vu un président de club dire moi, ce qu'il me faut, c'est plus quelqu'un qui sache encadrer les gamins. Il faut quelqu'un qui sache encadrer les gamins, mais qui, pour moitié de son boulot, puisse me faire ma gestion, parce que j'ai plus de trésorier, puisse me faire le planning, puisse aller chercher du sponsor, etc., etc. Donc on se retrouve sur des profils polyvalents, et c'est pour ça qu'on parle de noyau dur quand même, parce que le noyau dur, c'est tout ce qui tourne autour de la pratique et qui permet qu'elle existe au quotidien. Bon, en amont, en aval, les installations, les infrastructures, tout ça, la diététique, kiné, tout ça, on va dire qu'on va laisser ça de côté. Pour l'emploi sportif associatif, on a quelques chiffres. Donc en Bretagne, on parle de 2000 établissements. Alors, vous trouverez une discordance. On parle aussi de 9000 clubs. C'est tout simplement parce que tous les clubs ne demandent pas le statut d'établissement au sens que l'accorde maintenant la direction départementale de cohésion sociale. Donc 2000 établissements privés, employeurs privés. Alors, petite subtilité, parce que tout le monde n'intègre pas forcément, les associations relèvent du domaine privé. C'est du domaine privé non marchand, qui appartient à l'économie sociale et solidaire, mais c'est du domaine privé. Ça surprend beaucoup aussi les étudiants quand on leur parle, puisque comme on n'est pas là pour faire de l'argent, ils n'imaginent pas ça dans le domaine privé. C'est du privé non marchand. Ces 2000 établissements sur l'emploi sportif, c'est 80% de l'emploi dans le secteur associatif, pardon, 2 tiers des emplois dans le secteur associatif, donc 66% des emplois sont dans le secteur associatif sur ces 2000 établissements. Alors c'est évident avec 80% d'établissements dans le secteur associatif, mais des structures privées marchandes cette fois-ci, comme les gymnases clubs, qui eux utilisent un petit peu plus de monde et ne font pas appel à des bénévoles. Sur ces établissements, donc 80% dans le secteur associatif, 20% dans le tiers lucratif avec un tiers des emplois, et donc on se rend compte que le secteur associatif est logiquement sous-utilisateur des emplois, ce qui est logique puisqu'on a une longue tradition autour de la loi de 1901. C'est quand même quelque chose d'atypique. Parce que quand vous regardez tout secteur confondu, les associations en France, ça génère entre 8 et 10% suivant les modes de calcul de l'emploi français. Donc avec les chiffres qu'on a là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ordres de grandeur et on sait que le mouvement sportif est donc atypique. En plus de tout ça, on compte en moyenne. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont issus du document qui avait permis d'écrire le contrat d'objectif emploi-formation au niveau régional il y a 2 ou 3 ans. 13 bénévoles par association sportive, mais avec une très grande fragilité d'écart, puisque ça peut aller de 1 ou 2 ou 3 bénévoles à de très
très très nombreux bénévoles sur les très grandes structures. La plupart des structures sont petites. 75% des assos et 56% des entreprises ont moins de 3 salariés. 2 salariés ou 1 salarié ou pas de salarié du tout. Voilà. Et je ne l'ai pas mis ici, on estime même le chiffre de 4 assos sur 5 qui n'ont pas de salariés. Voilà. Donc ça rebondit sur les questions qui ont déjà été posées juste avant. Alors je vous donne quelques données nationales. Les emplois sportifs, entre 110 et 230 000 emplois, 110 000 si on se limite aux encadrants. Et puis j'ai mis ce petit extrait. L'ONICEF, c'est un ensemble de publications qu'utilisent les lycéens notamment pour s'orienter. Et ils ont donc une présentation de la branche. Et eux, ils disent prudemment, le secteur fait vivre entre 100 et 400 000 personnes. Voilà. Donc on peut dire que 100 000, on est là aussi sur le noyau, vraiment le cœur de métier, l'encadrement sportif, et que pour eux, ça va au-delà des 230 000 qui sont identifiés par la publication que je vous ai dit tout à l'heure. Et avec la précision, si on se limite aux salariés en lien direct avec la pratique, ou si on l'élargit aux activités satellites, voilà, on arrive à 400 000, avec des directions très variables, puisque ça peut aller sur des villages vacances. Quand les villages vacances recrutent un surveillant de piscine, après tout, ils sont aussi sur une activité liée à la pratique sportive. Les salles de remise en forme, les enseignes spécialisées, les médias, etc. Je vous fais juste un petit rappel sur la pratique, parce que c'est assez important de voir que pour moi, on a un secteur qui est en développement potentiel, et avec tellement de freins qu'il faut vraiment avoir des idées pour réussir à développer. 2 tiers des Français pratiquent une fois par semaine, en tout cas ils le déclarent. Voilà. 2 tiers des Français de plus de 15 ans, pourquoi pas moins de 15 ans? Parce que jusqu'à 15 ans, 16 ans, l'école, enfin en tout cas l'instruction est obligatoire, le PS est obligatoire à l'école, donc théoriquement, à moins de 15 ans, on est hors personne qui souffre d'un handicap sévère, on est à 100% de pratiquants. Les pratiques les plus déclarées, marche, natation, marche utilitaire, vélo, baignade, ski alpin, pétanque, foot, on se retrouve sur quelque chose qui n'est pas représentatif de l'idée qu'on peut avoir du sport associatif. Pourquoi? Parce que quand les Français déclarent pratiquer une activité, on ne parle pas des activités licenciées, on parle de toutes les activités. Et effectivement, quand on regarde les licenciés, on était tout à l'heure, le chiffre c'est 16 millions de cités, effectivement 15,7 millions sur enquête dont je me suis servi, sachant qu'en plus, il y a un biais, parce que quand on interroge et qu'on gratte un peu sur les chiffres, on ne sait pas si c'est 15,7 millions de gens qui ont au moins une licence, ou si c'est 15,7 millions de licences. Il semblerait que ce soit 15,7 millions de licences, et donc on ne décompte pas les doubles, les triples et les quadruples licences. Moi j'ai 3 licences, et la plupart de gens vraiment investis dans le mouvement sportif en ont plus d'une. Donc du coup on est plutôt entre 7 et 9 millions de licenciés en France, dont certains ont 2, 3, 4 licences. Donc par rapport à 65% des Français, si on regarde notre population, on est très loin des 35 à 40 millions de personnes de plus de 15 ans qui peuvent être touchées et des 30 millions de personnes qui pratiquent. Puisqu'on a 2 tiers de pratiquants. Tout ça c'est issu du site du ministère des Sports avec une grosse surprise quand même, c'est que leurs publications elles sont pas... C'est pas qu'elles sont pas terribles, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Non mais de toute façon, ils exagèrent voilà. beaucoup de choses. Alors, je reviens maintenant sur le sport breton. 978 000 licences en 2011, certains d'entre vous connaissent ces données, on est à presque 1 million de licences, 9 000 clubs, 2 000 établissements, comme je vous disais tout à l'heure, un breton sur 3 licenciés. Donc c'est bien au-delà de la moyenne nationale. 6 bretons sur 10 pratiquent régulièrement, donc là on est plutôt à 2 bretons sur 3, donc il y a quand même un tiers de bretons qui sont non licenciés. Et la Bretagne est la région la plus sportive de France au nombre de licenciés ramenés à la population. Donc ça, on le dit. Alors avec une petite subtilité là aussi, c'est qu'actuellement le ministère est en train de nous faire mal, enfin pas nous, mais certaines fédérations sont en train de trinquer, puisque le décompte des licences va se faire en décompte négatif des licences de gens qui viennent d'autres régions. Voilà. Les plus gros perdants sont la fédération de ski, évidemment, la voile, tous les sports de plein air pour lesquels les gens viennent de loin. Ceci dit, pour l'instant, si on ne décompte pas ces personnes, et puis le combat n'est pas perdu, on se retrouve région la plus sportive de France. Je vous donne aussi quelques éléments sur le sport en quelques euros, parce que l'emploi sportif, c'est lié également aux questions de financement. 34 milliards d'euros au niveau national pour les dépenses liées au sport. À la louche, on va dire, quand on regarde les différentes données, on peut trouver des chiffres différents. Là, ce sont les chiffres qui ont été utilisés pour l'écriture du COEF Sport de Bretagne, le contrat d'objectif emploi-formation. Les ménages, c'est 50% de la somme.
Donc ça répond aussi à ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1 euro sur 2 est payé par le ménage. Donc déjà, il y a du financement important. Les collectivités locales aussi mettent beaucoup la main à la poche, puisque 90% des installations sont financées, même si ça tend à baisser, puisqu'il y a des partenariats publics-privés, sont financés par les collectivités locales. L'État met 10% et le privé met 7% de dépenses sur le sport en France. Alors les 7%, c'est le sponsoring du sport de haut niveau, c'est également le sport d'entreprise que les entreprises développent de plus en plus. Mais on sait que ces chiffres, même s'ils sont très stables, pourraient évoluer dans un avenir très proche, notamment avec les 10% qui pourraient aller à la baisse, sauf si le sport de haut niveau est accompagné, mais de toute façon, les 10% ils vont de moins en moins aller sur autre chose que le sport de haut niveau. Les 10% de l'État s'entendent. Les collectivités locales pourraient se retrouver avec une obligation de faire plus. Au niveau breton, d'après Daniel Gilles et ses services, on est sur 4 milliards d'euros pour 22 000 emplois, et les 22 000 emplois, c'est 17 000 équivalents temps plein. Pourquoi? Parce que dans ces 22 000 emplois, on intègre tous les saisonniers. Par exemple, dans le nautisme, on est autour de 1800 saisonniers. Et donc, ce sont du coup pas des emplois à temps plein. Voilà. Mais on a quand même un gros volume d'emplois à temps plein dans le secteur. Voilà. Alors, très rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, rappel sur les emplois sportifs associatifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La loi 1901 nous a conduit à avoir un nombre d'emplois très réduit dans nos associations pendant très longtemps, parce que ce n'était pas le but, on a une autre culture en France. Ce nombre d'emplois, bien, il commence à évoluer dans les années 80 parce qu'il y a une massification et une diversification des pratiques, et qu'en même temps il y a un certain nombre de phénomènes. Je vous donnerai les 4 premiers problèmes, les 4 problèmes qui pour moi grèvent le sujet de ce soir, juste après. Donc la massification et la diversification, ça a imposé une montée en puissance de l'emploi sportif et notamment de l'emploi salarié associatif. Bon, en parallèle, l'emploi privé marchand est également en croissance. Il faut savoir que c'est un des seuls secteurs pour lequel, je veux dire, les chiffres en négatif sur les 10 dernières années, il y en a pas beaucoup. On a une année 2011-2012, on est à moins 0,2, mais en termes de dépenses, on se retrouve avec un domaine qui est en croissance depuis 10 ans, alors que dans de nombreux autres domaines, on est en décroissance. Alors ça veut dire aussi que l'argent, il est là, mais par contre, il n'est pas forcément aux endroits où on voudrait qu'il soit. Je vous rappelle juste aussi un petit truc, parce que je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de le rappeler, la question du droit au travail. Je dis ça parce qu'il y a encore 2 jours, on a une étudiante qui a quitté un master pour dire je vais passer un brevet professionnel, parce que sans ce brevet professionnel, je n'ai pas le droit de travailler. Alors je vous rappelle que si le premier brevet d'État a été fait en 1963 et que jusqu'en 2004, c'est Jeunesse et Sport qui tirait tous les cordons de l'emploi, à l'exception des moniteurs fédéraux qu'on pouvait utiliser dans un certain nombre de cas, et de certaines disciplines où les brevets d'État n'existaient pas, où il y avait des dérogations, en gros jusqu'en 2004 quand même, c'est Jeunesse et Sport qui maîtrisait la totalité du droit au travail. Par les différentes lois successives, la loi 75, loi liste de 84, les différentes évolutions de texte. Et en 2004, il y a un décret qui change la donne, avec un côté nocif pour les diplômes fédéraux, voilà, et avec un côté, on va dire, positif pour les diplômes universitaires. Ce changement fait que depuis 2004, il y a tout un ensemble d'équivalences. Et l'année dernière, je pensais aux emplois périscolaires. La Ligue de Brest discute, est-ce que vous pouvez libérer des étudiants, etc. Et puis il nous faut des étudiants pour le BAFA. Je dis non, il y a un texte en 2007, vous avez le BAFA, et puis vous avez une liste d'équivalence de 15 ou 20 diplômes qui vous donne le droit d'employer aussi ces gens-là comme s'ils avaient un BAFA. Et ça a subitement ouvert le vivier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous cherchez à employer quelqu'un, vous n'êtes pas forcément limité au seul diplôme emblématique, historique, qui a construit la culture française de droit au travail. Voilà. Il y a souvent d'énormes possibilités. Je vous en donne juste une que beaucoup de gens ne connaissent pas. Un kiné, par exemple, a une équivalence qui lui donne le droit d'encadrer les enfants, sans avoir de brevet d'État. Voilà. Alors après, il y a les conditions. Parce qu'il faut aller chercher une carte professionnelle. Pendant 5 ans, il faut que cette carte vous donne le droit de travailler pendant 5 ans, il faut la revalider, etc. Et il y a un certain nombre de conditions également sur la mise à jour de vos compétences en secouriste. Voilà, tout ça c'est issu du code du sport, donc c'est des articles que l'on peut trouver assez facilement, et il ne faudra pas hésiter à demander ce qu'on vous donne les références. Alors, l'emploi sportif, en 2012.
En France, alors ce sont des chiffres 2012, publiés en 2014, le ministère des Sports, il y a toujours, comme tous les ministères, il y a 2 ans, le temps de compiler les données. Vous allez sur le site sport.gouv.fr, rubrique chiffres clés, vous avez tout un ensemble de statistiques année après année. En France actuellement, le prix des marchands et non marchands, c'est 27 000 établissements, dont 2 000 en Bretagne, vous voyez qu'on est pas mal. 110 000 salariés, officiellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais de 110 000 à 230 000. Et quand on regarde l'évolution, eh bien, on voit qu'effectivement, à part l'année 2011, on est à moins 0,2, on est à une montée croissante des emplois sportifs. On a une hausse de ce type d'emploi, et a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en 2013 ou 2014, parce qu'on est plutôt là sur des années où l'emploi était en difficulté, en tout cas 2009, 2010, 2011, et nous, dans notre domaine, ça continue à progresser. Donc, on peut être positif en se disant, après tout, on est sur une dynamique qui va de l'avant. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas forcément au niveau des clubs au quotidien, parce qu'on a pas mal de difficultés. Ceci dit, 2009, on était une très forte croissance. Après, il y a l'effet de la crise, vous voyez, il y a une espèce de tassement. Et les dernières tendances laissent penser qu'en 2013, on sera aussi sur un chiffre en positif. Alors maintenant, je reviens très très rapidement sur les problèmes que rencontre le secteur associatif et qui fait qu'on ne voit pas dans nos clubs, dans nos associations. Alors je précise juste, petite parenthèse, j'ai été président du club, un club d'escalade en région parisienne. J'ai donc rencontré, comme un certain nombre d'entre vous, les problèmes que rencontre un président de club. Et puis j'ai été membre aussi du comité directeur d'un des clubs brestois pendant quelques années. Donc les problèmes là, que l'on peut rencontrer quand on cherche à créer de l'emploi, pour moi, ils sont d'un certain... Ils viennent de différents horizons. Premièrement, il y a le problème du coût de la pratique, et je vais les rebalayer les uns après les autres. Il y a le problème d'une baisse perçue du bénévolat qui n'est pas forcément réelle quand on regarde les chiffres, mais qui, de mon point de vue, nécessiterait des travaux pour savoir la réalité des faits. Je pense que le nombre de bénévoles est en augmentation, comme je vais vous le montrer, mais par contre, l'investissement qu'on met à destination des clubs, lui, est en diminution. Il y a une hausse des contraintes réglementaires, ça vous vivez tous régulièrement, et puis une modification des usages de consommation des adhérents. On est passé du consommateur, loi 1901, quand on a voulu développer tout ça, aujourd'hui au consommateur. Et on le voit très bien quand les parents, ils ouvrent la porte de voiture, ils lâchent le gamin, ils repartent, et puis on récupère le gamin sur le terrain. Je connais quelqu'un qui a arrêté l'entraînement d'athlée parce qu'elle en avait marre de rester 1 heure après l'entraînement avec des parents qui reviennent et qui disent oh excusez-moi j'ai oublié de venir récupérer. Voilà. Je les balaye. Le coût de la pratique. Ça c'est le plus polémique, c'est combien coûte à un club un licencié. L'année dernière, je discutais avec un président d'un club, pas de Brest, d'une commune autour, qui disait moi j'ai un problème avec mes vétérans. Les vétérans, ils disent ma licence coûte trop cher. La licence coûtait aux vétérans 90 €. Et le gars il dit bah, j'ai fait un bilan, il balance les comptes, et moi mon vétéran il me coûte 140 €. Et comment j'équilibre? J'équilibre parce que j'ai la subvention municipale. Et en plus, mon vétéran, je ne lui fais pas payer l'eau, je ne lui fais pas payer le terrain, je suis dans une logique associative. Mais quand je dis au vétéran en question, si je veux te faire payer le prix que tu me coûtes, c'est 140, le vétéran il dit non, tu m'arnaques. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème. Combien coûte à un club un licencié? Et c'est dommage de devoir le penser en ces termes, mais de plus en plus ça va être une obligation de réfléchir à ces questions. Que paye ce licencié? Et dans quel sens penche la différence? Et alors dès que vous mettez les chiffres sur la table, ça pose des questions qui dérangent. Ça pose des questions qui dérangent. Moi, j'essaie de regarder par rapport à d'autres secteurs. Je discutais juste à la fois avec Patrick. Si vous avez un enfant, par exemple, qui est dans une école de musique, vous voyez tout de suite que pour 2 secteurs qui finalement ne sont pas si différents que ça sur le fond, on a des façons de fonctionner totalement différentes. Et on sait qu'en sport, on a sauvé un modèle plus longtemps que les autres, mais on sait aussi que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, le modèle, il est en difficulté. La réalité, c'est que sans subvention, on ne peut pas équilibrer les comptes dans un certain nombre de cas. Et que pour l'instant, les clubs ne supportent pas une grosse partie des charges. Les fluides, les installations, le matériel, et on est bien placé pour le savoir. Alors, je citais l'anecdote d'une interview d'Yannick Noël il y a 3-4 ans, auquel on disait mais vous avez mis 10 000 € dans un club de la banlieue de New York, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Il dit mais c'est simple, dans cette banlieue, les gamins s'ils veulent jouer au soccer, au foot, soccer, il faut qu'ils payent 1 000 $ par an. Moi j'ai mis 10 000 € pour que les gamins ne payent pas. Voilà. Et du coup, ça a permis à 14, 15, 16 gamins de venir jouer dans le club une année pour que ça leur coûte rien.
Pourquoi ça? Parce que dans cet endroit, le système associatif que nous on a là-bas, ils n'ont pas. Et donc ils sont obligés de payer des gens pour encadrer la pratique, et ça coûte. Voilà. Donc ça c'est un premier vrai problème, et c'est une question qui dérange, parce que dès qu'on la met sur la table, voilà. Et si, alors, si tous les bénévoles faisaient la grève, il n'y aurait plus de fonctionnement, mais comme on peut faire la grève que si on est salarié, non, c'est de dire si tous les bénévoles arrêtaient leur activité. Arrêter leur activité, ouais. Je pense que ça secourait un tout petit peu le cocotier. C'est une idée. Et ce ne serait pas une mauvaise chose, ça ferait réfléchir beaucoup de gens. Problème numéro 2, le bénévolat. Baisse perçue du bénévolat, pas forcément réel si on regarde le nombre de bénévoles, mais avec un investissement moindre par bénévole. Alors il y a une enquête qui a été faite en 2010 sur la vie associative en France, et quand on regarde en 2010, 32% des adultes déclarent une activité bénévole, et quand on regarde en 2002, 8 ans avant, il n'y était que 28%. Donc on a une hausse du nombre de gens qui déclarent être bénévoles. Par contre, les secteurs où c'est en augmentation ne sont peut-être pas ceux qu'on attend. Et bien en fait, là aussi ça a augmenté. C'est-à-dire que quand on interroge ceux qui se déclarent bénévoles, en 2010 c'est 23% dans le domaine du sport, et en 2002 ils étaient 20%. Donc il semblerait que dans notre domaine, il y ait une augmentation du nombre de gens qui se déclarent bénévoles. Donc là il y a une question à se poser, parce que l'enquête conclut à un léger essor du bénévolat sportif, et c'est l'enquête dont les ministères se servent pour travailler. Voilà. Comme on constate au quotidien que pour les bénévoles c'est de plus en plus compliqué, alors pour plein de raisons, hein, mais j'en ai identifié une et j'aurais voulu engager un travail de recherche là-dessus, je suis persuadé que le recul de l'âge du départ en retraite est pour beaucoup dans la disparition d'une certaine catégorie, une tranche d'âge bénévole. Quand à 55 ans on est en retraite, on se dit bon je vais donner encore un peu, à 72 ans la question est différente. Enfin de mon point de vue, peut-être que j'aurais pas la même idée quand j'aurai dans quelques années, c'est plus dans très loin d'ailleurs. Voilà. Et cette enquête, par contre, a un aspect positif, elle indique que seulement 40% des bénévoles ont un investissement régulier, et bizarrement, elle passe sous silence cette mesure de 2002. Donc je suppose qu'en 2002, le chiffre était beaucoup plus élevé. Voilà. Donc c'est une enquête qu'on trouve sur le site du ministère également, du ministère en charge du sport. Et elle précise que le volume d'activité du bénévole n'est pas quantifiable. Donc là, il y a besoin de parler. Oui, une question. Quand on parle de grève du bénévolat, est-ce qu'on prend en compte aussi le bénévole employeur? Parce que, je ne sais pas si ça va être après de développer, mais lorsqu'un employeur, on est bénévole d'association, on peut faire grève aussi, on peut abandonner tout d'un coup, et ça peut mettre aussi en danger l'emploi pour l'association. Tout à fait. Je pense que l'employeur est considéré comme un bénévole à part entière, même s'il a souvent plus de responsabilités. C'est vrai qu'un bénévole employeur, il est encore plus pénalisant quand il s'arrête. Imaginons, j'ai 25 bénévoles pour faire tourner les équipes, si j'en ai 5 qui arrêtent, bon, avec les 20 autres, je vais peut-être y arriver. Si j'ai le président, le trésorier, le secrétaire qui dit stop, là, ça change tout. Je regardais, je pensais l'année dernière, il y a un comité il y a 2 ans, il y a un comité départemental qui avait 12 sièges à pourvoir avec 8 candidats. On voit bien qu'il y avait une crise de motivation en tout cas, et bon, on n'est pas sur une grève, mais on est déjà sur un mouvement qui fait que les gens n'ont pas forcément envie. Alors, on essaye, moi je sais par exemple, la soirée, c'est assez intéressant à voir, la soirée qu'on est en train de vivre, moi je l'avais indiqué aux étudiants de L3 Management, mais qui savent que de toute façon je vais leur refaire un cours dessus après, donc voilà, et les étudiants de master, qui vont aussi avoir 14 sur le sujet. Il y en a pas, voilà, la salle, ils devraient être là ce soir, ils ne sont pas là. Donc ça montre qu'il y a un véritable problème de motivation pour ces thématiques. Oui. Les bénévoles aussi, du temps de travail, par exemple, de bénévolat, on verra. Oui, je prends celui-là. Non, parce que donc, le bénévole, on a tendance à croire, nous, dans les associations, qu'il disparaît. Parce qu'il y a peut-être moins de travail de bénévoles, on parlait là du temps qu'ils consacrent comme bénévoles, mais on s'écarte peut-être de ce bénévolat parce qu'on demande beaucoup de choses maintenant dans des domaines vachement différents, comme le droit, comme justement quand on embauche des salariés. C'est là le problème où aussi certains bénévoles, comme même des présidents, ne sont peut-être pas formés suffisamment pour aborder ces problèmes, et quand ils se trouvent confrontés à ça dans leur club, ils ont une tendance à mettre le frein et peut-être à quitter même aussi leur fonction.
Tout à fait. Donc ça, c'est un vrai problème. La question des contraintes réglementaires, pour moi, c'est le point suivant. Et effectivement, on a ce souci-là également. Alors, je vais juste revenir sur la question de l'âge. Quand on regarde les tranches d'âge des bénévoles, sur cette enquête, sachant qu'on n'a pas le détail pour les bénévoles dans le domaine du sport, c'est un détail, c'est général. 18-24, 21%, 25-34-25, on voit qu'il y a une grosse tranche, ça commence à monter 35-44, 45-54 et 55-64, donc sur la tranche 45-65, on se retrouve avec le gros des forces à ce niveau-là. Alors, comment on lit ces chiffres? C'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est en gros autour de 32% de bénévoles. Voilà. Ça veut dire que 21% des 18-24 ans déclarent être bénévoles et que 38% des 55-64 déclarent être bénévoles. Donc on se rend bien compte que la grosse tranche de bénévoles se trouve entre 45 et 75. Voilà. D'où le problème que je vous disais tout à l'heure, la question de recul de l'âge de retraite. Je vois un ami qui arrive. Voilà. Alors, point numéro 3. Je suis pas très loin de la fin. La législation. Il y a une hausse des contraintes réglementaires qui fait peur sur certains postes, et notamment l'organisation des compétitions. Voilà. Et sans même parler des contraintes réglementaires sur certains postes, il y a aussi des contraintes qui s'ajoutent, comme par exemple l'obligation d'études d'impact sur des trails d'importance dans des zones naturelles, sur l'obligation d'un certain nombre de contraintes de sécurité sur l'organisation de manifestations sportives, la question de la vente de l'alcool sur des tournois, enfin bon, il y a tout un ensemble de choses qui sont venues se rajouter, et effectivement, ça peut faire peur sur certains postes. De plus en plus de fédérations, et alors ça c'est aussi un autre problème, la génération parapluie, de plus en plus de fédérations, alors que le code du sport est très clair sur ce point. Un bénévole ne doit pas justifier de diplôme. Un bénévole. Sauf que de plus en plus de fédérations commencent à indiquer, à exiger ou à recommander fortement le fait de passer un certain nombre de certifications. Et je vais vous donner juste la parole, je vous cite juste une anecdote. C'est quelqu'un qui depuis 25 ans encadrait les jeunes et à qui on a dit tu passes un initiateur et bon, soit vous me le suivez en VAE, validation d'acquis d'expérience, soit j'arrête. Voilà. Et donc il a arrêté puisque le système de VAE n'était pas performant. La validation d'acquis d'expérience permettrait pour des gens qui sont bénévoles depuis 15, 20, 25 ans, pour une fédération, de dire écoutez, vous faites le boulot depuis 25 ans, c'est bon. On vous permet de continuer, on vous donne le diplôme, vous passez. Il y a des fédérations qui n'y arrivent pas. Donc, en relation avec ce que tu viens de dire, donc tu dis le bénévole n'est pas soumis à l'obligation de diplôme. D'accord? Dans la loi. Dans la loi. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a une jurisprudence quand il y a un problème? Alors, c'est là que je viens, c'est pour ça que je suis dans le chapitre réglementaire, post-réglementaire, et c'est assez marrant parce qu'hier soir, je reviens d'une réunion à Paris, donc pour les Brestois, souvent, quand c'est des grosses réunions qui durent très longtemps, bah, c'est retour en avion. Et je me retrouve à côté d'un prof de la fac de droit qui regarde ce que je suis en train de préparer pour mes étudiants ce matin, qui tombe exactement sur cette question. Voilà. Et qui me dit, ah, moi, la jurisprudence, j'en ai vu passer plusieurs. Donc, en clair, le premier réflexe des gens qui attaquent en justice, c'est de vérifier déjà si la personne est compétente. Et même si le bénévole n'a pas besoin de justifier, voilà, on va aller vérifier sa compétence au regard du diplôme qu'il aurait quand même pu avoir. Parce que, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Dès qu'il y a un pépin, ça vient sur la table. Et il faut apprendre à avoir... Il y a une jurisprudence où des mecs, ça s'est bien passé, parce qu'on a dit, ce mec-là il fait ça depuis 50 ans, il a eu un problème, c'est vrai, mais il est compétent. Alors on manque de travaux puisque c'est quelque chose d'assez récent. Ouais. Voilà, la question de la gestion en bon père de famille dans le sport, le domaine où ça allait plus vite, c'est l'éducation physique et sportive, parce que c'est là qu'il y a eu les premiers vrais gros contentieux, ça date de 1994. Et il commence à y avoir une jurisprudence, notamment il y a des gens au centre de droit et d'économie du sport de Limoges qui commencent à s'y intéresser. Donc il faudrait effectivement aller fouiller, ça permettrait peut-être de rassurer dans un certain nombre de cas. Patrick, je ne sais pas si tu as eu des noms, tu n'as rien de passé sur l'économie du sport ou tout ça. Non, moi, ici, je crois qu'il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans l'avenir et qu'on s'intéresse à la juridiction de cette jurisprudence. Jurisprudence qui va y avoir. Bon, ça serait une piste, par exemple, ce serait une piste de savoir si on peut trouver effectivement ce genre de renseignements. Alors, le recul des départs en retraite, j'en ai parlé. Quatrième et dernier problème, je pense qu'effectivement les usages évoluent, et ça, on a un autre problème qui arrive, et plus la frontière entre le privé non marchand et le privé marchand devient floue, plus la question du service rendu devient
y a un véritable problème, en particulier avec des rebondissements juridiques derrière. Bon, moi, il se trouve que j'encadre en plongée, j'essaie de suivre ça de près, et c'est vrai qu'entre les structures associatives et les structures privées avec des coûts qui ne sont pas forcément très différents, on sait qu'on a quelque chose qui est chaud au niveau droit de faire payer des adhérents pour aller plonger, et derrière, il y a la question de ce que les adhérents demandent en termes de services rendus. Et c'est vrai que là, on est sur une zone qui commence à être un petit peu chaude. Alors, les usages de consommation, c'est des parents dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Mais c'est également l'adhérent qui ne comprend pas que la douche n'est pas chaude cette semaine parce qu'il a des mains. Du coup, les bénévoles peuvent reculer et il y a une revendication d'une qualité de plus en plus forte aussi sur ce que l'on propose. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur une salle de remise en forme municipale, parce qu'il en existe, et que vous n'avez pas du tout les mêmes appareils que dans le gymnase club d'à côté, il peut y avoir la revendication pour dire pourquoi eux et pas nous. Voilà. Bon, bah, eux ils payent 600 € l'année, oui d'accord, mais la collectivité pourrait, etc. Voilà. Donc on est toujours un peu sur le même point. Alors, quel effet maintenant sur l'emploi sportif lui-même? Et c'est là que je viens de dire des choses qui disent rien qu'entre notre équipe, ça discute bien sur les constats. Alors, quand on mélange les 4 problèmes que je viens de vous donner, ça coince. Ça coince parce que si on veut augmenter la qualité ou si on veut remplacer les bénévoles par des salariés, ça veut dire aussi qu'on augmente les coûts. Et si on augmente les coûts, il faut trouver l'argent quelque part, vous êtes bien placé pour le savoir. De plus en plus, du coup, on a du mal à trouver des encadrants motivés, à la fois pour aller chercher ces sommes qui manquent, et à la fois pour s'investir dans la durée, parce qu'on ne sait pas du tout, c'est la question des emplois aidés, qui est évoquée tout à l'heure, on a quelqu'un pour 3 mois et puis après. Sans même parler de problèmes annexes. J'ai un ancien étudiant qui a voulu travailler, il se trouve qu'il était étranger, il a fallu prouver qu'on n'avait pas trouvé d'étudiants français qui avaient le même profil, etc. Bon voilà, et puis à la fin, le représentant de l'État a dit bon ok, on veut bien qu'il travaille, parce que c'était la question du droit au travail, tout ça, il était algérien. On veut bien qu'il travaille, mais vous n'avez pas la part aide de l'État. Voilà. Donc ça décourage plus la responsable, évidemment. Et la question qu'on peut se poser, c'est si on veut garder un volume d'activité de qualité, est-ce qu'il faut employer les professionnels du sport qu'il faut financer et tout de nouvelles contraintes? Donc c'est un petit peu le thème du débat ce soir. Et moi je vous fais quelques questions qui fâchent ou pas. La question c'est si on crée d'emplois sportifs, comment on va le financer? Ça on se pose tous la question. Sur qui doit porter le surcoût pour le club? Les ménages ou autres? On se pose la question aussi. Comment rendre cet emploi stable avec une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, sachant que la plupart d'entre nous ont des difficultés avec ces notions, même pour ceux qui s'y intéressent beaucoup. Quel type de diplôme doit-on rechercher? Parce que ça va peser aussi sur le coût, voilà, suivant les grilles que l'on va utiliser. Quel texte statutaire doit-on suivre? Et j'ai oublié même, où va-t-on les trouver? Où va-t-on trouver ces textes? Qui va nous sécuriser tout ça? Et les responsables de club sont-ils formés pour chercher le financement de la carrière des salariés? Alors, ça, bizarrement, il y a des solutions, et la plupart d'entre nous n'y ont pas accès automatiquement, mais les solutions ne sont pas forcément toujours très simples. Je vous donne quelques pistes et je finis là-dessus. Il y a, alors j'ai vu ça sur le site du CROSS et du DOS, mais je savais qu'ils avaient ces formations. Il y a des formations de responsables associatifs quand même. L'idée, ce serait peut-être d'essayer d'arriver à attirer ces formations au plus près du terrain. Bon, une partie de ces formations sont à Rennes ou à Quimper ou à Brest, mais elles ne sont pas forcément dupliquées partout. Notamment, je pense à une formation, là j'ai mis un lien, mais comme j'ai transféré le fichier de l'ordinateur, si vous allez sur le site du CROSS, partie formation, il y a par exemple une formation cette année qui sera dupliquée à Brest d'ailleurs, sur la formation des responsables à l'accompagnement des contrats de travail. Voilà. Donc je crois que d'autres pourront en parler mieux que moi. Il y a un truc qui fait peur, mais qui, à mon avis, est un bon moyen de pérenniser les choses dans le temps. Ce sont des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les collectivités locales. Avec un côté dangereux, parce que ça veut dire aussi que les deux partenaires, que sont le club et la collectivité, se tiennent. Donc ça joue dans les deux sens. Maintenant, si ça joue dans les deux sens, ça joue aussi dans le sens du club. C'est-à-dire qu'une municipalité ne peut pas, s'il y a un contrat d'objectif et de moyens signé, dénoncer le club en disant bah non, finalement, ça ne nous plaît plus. Sauf si quelque chose qui est dans le club a été... voilà. Ceci dit, c'est compliqué à monter et il faut des compétences pour aller négocier ça. Je pense qu'il y a aussi une autre piste, c'est d'appuyer sur quelque chose qui est très à la mode, c'est la culture de l'économie sociale et solidaire pour rappeler l'utilité sociale
du sport, comme on dit, le ciment de nos sociétés, auprès des décideurs publics. On nous rabat les oreilles actuellement avec l'économie sociale et solidaire, et on a beaucoup de mal à faire intégrer l'idée que le sport en fait partie. Voilà. Donc ça, il y a quelque chose, je pense, à aller chercher. La question des groupements d'employeurs, elle a été évoquée tout à l'heure. Il y en a un dans le 35, dans le 29, ça a été compliqué, je crois qu'il n'est toujours pas viable. Et la question... bon, moi, j'ai un étudiant qui a failli essayer dans mon terrain, puis il a été happé par le département de Loire-Atlantique pour repartir sur autre chose. Tu peux expliquer plus le groupement d'employeurs? C'est le fait de se grouper à plusieurs pour partager des emplois et donc avoir une structure qui va permettre de prendre en charge tout cet aspect. Il faudrait que je replonge dans les statuts. Ah, mais c'est... Oui, mais c'est très compliqué parce que j'ai pu comprendre qu'il y a déjà une expérience sur le cadre. Non, c'est possible, c'est possible. C'est tout à fait possible par la discipline. Partager une même discipline entre plusieurs clubs. C'est ça l'objet. À des endroits différents, aux mêmes heures. À des endroits différents, aux mêmes heures. Oui, c'est possible. Hein, prof? Des endroits différents, aux mêmes heures. Il s'appelle Harry Potter, ton prof? Non. Ça peut, un groupement d'employeurs peut embaucher plusieurs enseignants. Nous, on a essayé à l'Aviron, Même discipline. Brest, Plogastel, Châteaulin. Tout le monde le voulait au même endroit, à la même heure. Bon, c'est tout. C'est pour ça que je dis, c'est Harry Potter. En même temps, si on est à Brest, on peut peut-être y arriver à Brest. Est-ce que c'est obligatoirement l'emploi sportif au sens intervenant technique sur le terrain? Parce que par exemple, ça peut être, je vais peut-être faire hurler, mais déguiser un emploi sportif en secrétaire, par exemple, dispatché sur deux trois autres. C'est pas déguisé, c'est-à-dire qu'un Non, groupement déguisé, d'employeurs, je l'ai dit. oui, mais un groupement d'employeurs, il va chercher l'emploi, enfin il va permettre de chercher les employés dont on a besoin. C'est une des pistes que je n'ai pas écrites, mais ce que je disais tout à l'heure, le profil aujourd'hui d'entraîneur ou d'encadrant sportif, qui pour partie de son travail fait aussi les tâches qui font qu'il va chercher son salaire, ça peut aussi être une piste. Parce qu'on sait qu'elle marche de façon ponctuelle dans des endroits où des acteurs locaux ont essayé effectivement de la lancer. Donc dans un groupement d'employeurs, on peut par exemple avoir plusieurs types d'emplois, et notamment un emploi autour du... Si vous voulez écouter un peu, merci. Pour faire quelque chose de pratique, je veux dire, nous on est dans un club de rugby. Est-ce que par exemple un club de rugby pourrait, dans l'idéal, partager un secrétaire sur, je sais pas moi, 2 jours par Tout à semaine? fait. Sur le plan administratif, c'est beaucoup plus facile à régler que sur le plan technique et sportif. Sur le plan administratif, on peut plus facilement faire glisser. Autrement, ma foi, c'est un autre problème. Hein. Parce que les horaires, par exemple, ou bien, c'est toujours pareil, on peut dire, si les horaires, par exemple, généralement, les activités ont lieu après 18h le soir, etc. Et pour tout le monde, à peu près, dans les mêmes, en gros, les mêmes jours et les mêmes heures, c'est pas évident de pouvoir déplacer un technicien sportif pour aller ici ou là, etc. Enfin, bref. Voilà. Et... là-bas. Ah, madame. Désolée, excusez de mon retard. Je voulais juste rebondir sur le groupement d'employeurs. On parlait, vous avez abordé tout à l'heure l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et le groupement d'employeurs, ça éviterait, par exemple, je prends l'exemple, à chaque club d'aller chercher un entraîneur, une secrétaire, je ne sais pas quoi. Ça permettrait de mutualiser, c'est-à-dire que c'est le groupement d'employeurs qui s'occupe de recruter le salarié et ensuite l'affilier à chaque club qui a besoin de ce salarié. Du coup, les clubs ne seraient pas dans cette démarche de recrutement ou même de salarialisation de l'employé. Ce cran-là, tout ce qui est ce cran-là, ça va être occupé par le groupement d'employeurs. Ça, c'est de la mutualisation des emplois. Mais, excusez-moi, mais chaque club ou association est une association propre. C'est un groupe de personnes qui fonctionnent et on va mettre des gens qui vont venir, qui vont passer d'une association à l'autre, qui vont circuler, qui vont aller ici ou là, mais qui dans un certain sens ne pourront pas être concernés, spécialement concernés. Ils vont jouer un peu comme moi j'ai
je ne dirais pas des techniciens, d'accord, mais ils ne seront pas concernés par le club, parce que le club, c'est une vie associative, c'est un groupe de personnes qui fonctionnent en même temps, et voilà, donc des gens qui circulent, je ne suis pas tellement d'accord pour ça. Prigent, je suis d'accord avec toi, ta proposition à toi, c'est différent. Je te dirai tout à l'heure quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec toi, Patrick. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement d'employeurs, à première vue, fait peur. Oui. Fait peur pourquoi? Eh bien, parce que ça oblige chacun à se dire, ben ouais, mais j'ai besoin de quoi chez moi aujourd'hui? Comment je travaille? Un dossier CERFA, c'est 18 pages. C'est formidable, hein? Et on a droit 1500 € pour écrire 18 pages, à condition de ne pas être trop con, hein, et d'avoir réussi à produire tous les documents. Avec un peu de chance, depuis un moment, sur le secteur brestois, les dossiers municipaux sont quand même plus simples, c'est plus que 4 pages. Mais c'est rien. Après, il faut rapport moral, rapport d'activité, remettre les chiffres, reprendre les chiffres pour les mettre dans les bonnes cases. Hein, donc, si tu n'as pas un minimum de compétences sur un certain nombre de choses, on passe soit un temps fou, soit ils sont en moitié fait. Sans doute que demain, eh bien parce que c'est comme ça, on a dit tout à l'heure, sur l'encadrement, il faut des gens compétents. Le problème, c'est qu'il faut les payer. Les bénévoles compétents, les bénévoles, on les trouve. Je suis d'accord, on les a ponctuellement. Il y a 3 postes qui posent gros problème aujourd'hui: président, secrétaire, trésorier. Ces 3 postes-là, c'est même parce que ce sont les gens les plus exposés peut-être. Et le 4e poste qui va devenir hyper compliqué va être la personne qui va être responsable d'un groupe, parce qu'il faut soit le BAFA, soit le BNCSA, soit autre chose. Et s'il n'a pas, tu n'as pas le droit d'ouvrir, tu n'as plus le droit, tu ne peux pas signer. Donc on est quand même dans quelque chose aujourd'hui où tout seul on ne pourra pas se permettre tout cela, parce qu'on s'en passe riche. Ça c'est évident. Donc sans doute qu'aujourd'hui le groupement d'employeurs, il a malheureusement eu des difficultés dans le secteur économique. Mais pour d'autres raisons sans doute. Peut-être que dans le tissu associatif, ça sera une porte obligatoire, je dirais bien obligatoire, ou alors ça sera la suppression d'un sacré paquet de petites associations, parce qu'ils n'auront plus le moyen, il y aura que les grosses qui vont venir. Tout à fait. Jean, tu as raison du problème. Je suis d'accord avec toi sur le plan administratif. Je reviens, moi je parle du plan technique. Pareil. Obligatoirement, je pense qu'il faut mutualiser. L'objectif, c'est quand même d'avoir le maximum de gens qui puissent pratiquer l'activité sportive. Et à partir de là, les petites associations auront beaucoup plus de difficultés à le faire. Et cette question-là, elle se pose également dans les comités départementaux, dans les ligues, dans les fédérations, et ça va venir de plus en plus par rapport à tout ce qui va nous tomber sur la tête. Est-ce qu'on peut mettre dans le même sac toutes les activités sportives? Mais non, justement. On ne peut pas tout mélanger. On ne va pas être baladé partout et n'importe comment, parce que un technicien d'une activité ne va pas pouvoir aller, il va être utilisé dans son activité un certain temps. Là, Prigent, toi tu es dans une... Toi c'est particulier. Pour ce qui est de la mutualisation, je suis d'accord pour toi, c'est très bien ce que tu proposes. Allez, on va éventuellement mutualiser avec des maisons de retraite, etc. Des choses qu'on peut faire. On peut faire ça aussi. C'est encore une possibilité. Des employés. Tu dis non. Ouais. Je voudrais revenir sur l'emploi sportif en tant que tel, notamment en termes d'emploi dans une association. Alors d'abord, un emploi, quand on veut employer quelqu'un sur du long terme, il faut employer en CDI, donc vous imaginez tout ce que ça implique lorsque l'association s'arrête ou lorsque on n'est plus satisfait de l'employé, on rentre dans des démarches prud'homales éventuellement, donc ça a un coût, un très gros coût pour l'association. La deuxième chose, c'est que les associations aussi sont soumises, puisque c'est un emploi comme un autre, aux charges sociales, aux charges patronales, qui du coup en gros c'est x2 le salaire. Et également, ce que je voulais dire et que j'ai oublié, c'est la responsabilité pénale aussi de l'employeur qui est
c'est un point compliqué. Et pour avoir les subventions, il faut un CDI. Donc, si on veut avoir des subventions, il faut un CDI, et si on n'a pas de CDI, on n'a pas de subvention. Ce qui amène à des stratégies qui sont... Là, on va sortir du cadre légal, c'est-à-dire qu'on va employer pas vraiment des bénévoles et pas vraiment des employés non plus, c'est on va rémunérer le déplacement de certains, on va dire, animateurs qui auraient des emplois déguisés. Donc c'est en fait très compliqué si on veut employer quelqu'un au sein d'une association, et on a des stratégies après qui sont à la limite du légal, mais en même temps, il n'y a pas vraiment trop le choix. Si on veut, comme vous dites, vous avez le signalé, si on veut avoir une activité de qualité, si on veut conserver... parce qu'à un moment donné, on rentre dans une certaine compétition entre un club et un autre, surtout si on fait la même activité. Et le cadre réglementaire, il est très très lourd. Et une dernière chose que j'ai retrouvée, c'est que si en plus on veut un employé, on n'a pas le droit, en quelque sorte, enfin si on peut le faire, mais l'association ne peut pas se rémunérer, ne peut pas faire 1 euro de bénéfice, parce que sinon on rentre dans le cadre d'une entreprise. Alors je ne sais pas si tu as un peu d'écho. Et là, si on commence à faire du bénéfice, on va commencer à payer des charges fiscales, et là, c'est la mort de l'association. Donc c'est très compliqué de faire à la fois, de rentrer dans le code du travail et de respecter tous les cadres réglementaires et de ne pas faire de bénéfice. Pas sur un emploi. Si un emploi commence à... Tu peux faire du bénéfice et tu gardes ton bénéfice dans l'association. Je reviens un peu sur ce qui vient d'être dit. Dans une association, on peut faire du bénéfice. Le tout, c'est de savoir comment on le réinvestit. Voilà. Comment tu la répartis. Bon, ceci étant, moi, je suis très intéressé par votre présentation. On emploie 2 salariés en CDI. Bien entendu que le point d'achoppement de tout ça, de toutes les discussions qu'on peut avoir, c'est le financement, l'équilibre de l'exploitation qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Parce que l'association aujourd'hui, même hier, c'est une entreprise. Par conséquent, tous les financements qui vont autour doivent être ajustés, et les investissements du personnel doivent être gérés comme dans une entreprise, parce qu'on ne peut pas être à la limite du légal, on est dans le légal. Exactement pareil, avec les mêmes contraintes. Et se pose le problème du financement qui peut venir de quelle manière. Bon, il n'y a pas 150 solutions. Il y a des aides publiques qui, comme chacun les voit, nous, en ce qui nous concerne, on les considère stables, voire en baisse. Donc, c'est le secteur privé qui doit pouvoir prendre le relais. Le secteur privé, c'est les partenaires, on va dire. Ou alors les ressources autres, c'est les organisations de différentes manifestations, globalement, à travers le coût des licences. Et là, on revient sur un point que vous avez évoqué qui était très intéressant. Bien entendu, aujourd'hui, tout le monde considère que tout est trop cher. Nous, on prétend, et je le dis clairement devant tout le monde, on fait payer les licences les plus chères de rugby dans la région. Pourquoi on a 2 salariés, on considère qu'on fait une prestation, que les gens sont pris en charge, et que ça a un coût, et on peut être très transparent sur le dossier, en montrant aux parents pourquoi ça coûte cher, ça coûte beaucoup moins cher que dans les clubs un peu plus loin. Et bien entendu qu'en face d'une prestation, si vous allez chez un spécialiste, ben, ça coûte plus cher que chez le docteur de base. Et ça ne veut pas dire peut-être que ça soit plus efficace, mais on peut l'espérer. Par conséquent, le problème que vous avez développé depuis le début, c'est un problème économique, bien entendu. Tout se passe à ce niveau-là. Après, c'est une organisation. Je note que la question concernant le groupement d'employeurs se pose dans le milieu sportif. Et autant au niveau, j'imagine, administratif peut peut-être s'aborder, au niveau sportif, parce que les tranches horaires d'utilisation sont absolument les mêmes pour tous les clubs, qu'ils soient au rugby, soit au football ou quoi que ce soit. Par conséquent, là, on n'a pas mis, on s'y est pas attaché plus que ça, mais ça me semble très compliqué, si ce n'est qu'à travers du personnel du comité départemental du rugby, ça a été approché, et bien entendu, on venait se télescoper sur les mêmes horaires. Voilà. Oui, je vais répondre sur 2 aspects. Le tout dernier, là, c'est l'idée aussi que si on reste sur de l'encadrement sportif qui n'est qu'encadrement sportif, effectivement, c'est très compliqué. Par contre, il y a quelque chose, alors c'est quelqu'un qui m'a montré ça il y a quelque temps. Je sais que le CNDS lançait permettait d'impulser la création d'emplois en chargé de développement. Et si on trouve le mouton à 5 pattes, entre guillemets, mais qui est à la fois un bon encadrant et un bon chargé de développement, lui faire un emploi du temps complet en utilisant les plages en dehors des plages d'encadrement, je pense que c'est faisable. Parce qu'en plus, on est dans un domaine où, alors peut-être
malheureusement pour les salariés, ça explique aussi le turnover important au niveau des emplois. On est sur un domaine qui est en rupture avec, qui a une exclusion dominicale. C'est-à-dire que la convention collective des métiers du sport, elle fait l'impasse sur cette interdiction de travailler le dimanche. Évidemment, il y a un certain nombre d'activités qui... Donc en fait, on est sur des plages qui sont peut-être un petit peu plus larges que ce auquel on pense. C'est la nature du travail. Quand quelqu'un est dans l'encadrement, est-ce que c'est et sans doute, quand il accompagne sur un match, c'est peut-être aussi sur son temps de travail. Quand il est à l'assaut en train d'accueillir, c'est peut-être encore aussi à son temps de travail. Du coup, quand vous dites que c'est un problème économique, je pense qu'il y a aussi une facette culturelle sur ce problème, parce qu'on sent bien, et l'écart entre les deux extrêmes est en train de grandir, on sent bien que l'idée qu'on se fait de la loi 1901, de l'association loi 1901, certains d'entre nous restent sur cette idée historique d'une façon assez conservatrice qui a ses avantages et ses inconvénients, quand d'autres commencent à glisser sur des logiques de transfert d'une façon de penser le club en entreprise. Et ce que vous venez de dire, je l'ai trouvé l'année dernière dans une journée où j'étais sur le comité départemental de plongée et j'évoquais la question du turnover des pratiquants. Voilà. Comment on peut fidéliser les pratiquants, et c'est un secteur où les gens viennent souvent passer à un niveau parce que ça leur permet d'aller plonger ailleurs. Il y a une perte de plongeurs, mais bon, il y en a autant qui viennent l'année après, sauf qu'au bout d'un moment, le vivier, il ne sera plus là, et donc si on veut fidéliser les pratiquants, voilà. Et derrière, on a eu deux extrêmes de quelqu'un qui était sur un club vraiment à l'ancienne en disant « moi je ne suis pas là pour ça », et quelqu'un au fond de la salle qui dit « je suis désolé, moi mon club maintenant je le fais tourner comme une boîte ». Sauf que j'ai bien en tête que je ne suis pas là pour faire du bénéfice, que tout mon bénéfice doit être réinvesti, qu'il peut être notamment réinvesti sur du matériel, sur des capacités d'accueil, etc. L'année où je suis sur une année de vache grasse, et puis ou alors je place pour une année de vache maigre. Mais voilà, je fais tourner, et ça fait écho à certaines fédérations qui en restent sur une logique, on va dire, historique, quand d'autres commencent à avoir des logiques un peu plus agressives, d'un certain point de vue. Et l'année dernière, on a par exemple le président de la Fédération française de basket qui est venu présenter dans nos étudiants sa façon de concevoir le plan marketing entre guillemets de sa fédé. Et on a vu effectivement dans la salle quelques personnes ne pas être bien, quoi, en disant mais est-ce qu'on peut penser une fédération comme il le présente, avec un plan stratégique, un plan marketing, un plan com, avec des responsabilités très inspirées du monde de l'entreprise. Sauf que si le nerf de la guerre c'est l'argent, et si on veut faire des miracles, parce que pour moi pour l'instant c'est pour ça que je vous ai dit ça, pas de miracle, les contrats aidés, on est sur une contradiction. En plus, la région finance que du niveau 4, du niveau 5. Donc, pour aller chercher des diplômés au-delà du BP, par exemple, il faudrait qu'on ait du niveau 3 financier. C'est pas possible. En plus, il faut que les gens soient diplômés pour avoir le droit de travailler, ou qu'ils soient en formation. Donc, on peut jouer un peu là-dessus. Les subventions publiques, ça a été dit. Le turnover, en plus, c'est très important. La gestion des carrières. Quelqu'un qui est dans un club et qui s'y sent bien. Si on n'arrive pas à lui monter progressivement son salaire ou même ses salaires dans le club, au bout d'un moment, il va aller voir ailleurs mieux. Voilà. Et il y a des milieux où d'ailleurs ça existe. Vous prenez le milieu du nautisme, il y a du salarié depuis longtemps, et c'est un vrai problème pour les clubs, parce qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un est très bon et monte en compétence, bah, si on ne peut pas le payer plus, on ne garde pas. Voilà. Ou alors, il y en a qu'on garde très facilement, c'est ceux dont personne ne veut. Donc, cela, on est très tombé. Et donc, la question, c'est comment réussir à mettre tout ça en sauce, entre guillemets. Et la question de gérer, effectivement, de façon un peu plus moderne, elle va se poser pour un certain nombre de structures. Voilà. Tout à l'heure, je vous citais la différence entre club et établissement. Il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter. On a dans les patronages laïcs des petites sections, voilà. Et on est une quinzaine d'adultes, on va faire son petit footing le dimanche, tout ça, c'est pas le problème. Par contre, dès qu'on a des gamins, dès qu'on a du public, dès qu'on veut avoir de la régularité, dès qu'on veut avoir la démarche qualité, parce que même si le mot est grossier, entre guillemets, la démarche qualité, c'est l'idée effectivement de toujours améliorer ce que l'on essaie de faire au quotidien. Ça peut le faire. Je vous cite juste deux choses. C'est à tel point un secteur, de mon point de vue, qui sur certains aspects est en devenir, qu'on commence à voir apparaître des diplômes en gestion des associations. Des diplômes universitaires. Or, un diplôme universitaire, pour vous donner quand même l'état actuellement de l'effort des collectivités locales et de l'État sur tout ce qui est formation, on va dire, initiale, un étudiant coûte 8 000 € à l'université, bon, il coûte encore plus cher en BTS et en classe prépa, mais il coûte 8 000 € à l'université et l'étudiant lui paye 184 €. Donc ça veut dire qu'en gros, l'État met presque 8 000 € sur la tête de l'étudiant. Donc ça veut dire qu'il investit, qu'il croit dans ce que... Et
eh bien, il y a une licence professionnelle gestion des assos, par exemple, qui est faite par l'IT Quimper. Alors, c'est gestion des assos culturels et sportifs. Donc, et puis, le gros des troubles est quand même dans le culturel. Voilà. La défense du patrimoine, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a un besoin pour voir autour d'un nouveau type d'emploi qui peut nous amener les moyens dans les clubs, les moyens qu'on n'a pas pour l'instant. Voilà. La question, c'est comment on s'y prend. Alors pour revenir sur le groupement d'employeurs, je peux citer un exemple. Je sais qu'actuellement, la Ligue de Bretagne de handball a créé donc un groupement d'employeurs au sein de la Ligue pour justement essayer de trouver un petit peu tous ces emplois qui sont un petit peu en périphérie des 4 départements. Et donc c'est la Ligue elle-même, par ce biais de groupement d'employeurs, qui gère la recherche et puis les emplois du temps de ces salariés. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des techniciens. Et donc les techniciens, donc c'est le groupement, alors je ne me rappelle plus l'appellation du groupement, mais c'est la Ligue de Bretagne qui l'a lancé. Et donc c'est quelqu'un qui sont au sein de la Ligue qui s'en occupe. Et donc ça permet au club justement d'avoir des ressources de techniciens qui sont un petit peu comme ça prévus dans le cadre d'emplois salariés et qui peuvent être mis à disposition par ce groupement d'employés avec un emploi du temps établi voilà, en fonction. C'est vrai que c'est pas facile de le faire, mais là apparemment ça se pilote très bien actuellement. Je crois que c'est un des premiers groupements d'employeurs qui est lancé comme ça par une ligue. Voilà. Juste pour le titre de leur emploi en général, c'est chargé de développement. Ouais, je crois que, en fait, on voit bien que dans le club, les uns les autres, on a plus un, voire 2 salariés. Mais il y a quand même un point qui est pesant, c'est la solitude de ces gens-là qu'on ne mesure pas. Il est agréable, là, le matin, d'arriver dans le bureau, dans l'espace de travail, et d'arriver seul. Passer sa journée, la personne peut passer sa journée seule, peut passer plus d'une journée seule, peut avoir un président qui est en activité professionnelle, qui passe très peu. Et moi je sais, pour le vivre, que c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui est là, et à qui on va demander quoi, et bien grosso modo de tout faire, d'avoir un regard, c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, avoir quelqu'un qui est capable eh bien, de tout faire, hormis ce que sont les charges de mission, l'encadrement, parce que l'encadrement ça ne fait pas partie de cette mission. Mais je crois qu'on ne mesure pas ce qui est cette façon de passer sa journée, et le chiffre est simplement que la semaine elle fait quand même 35 heures, et ils sont sollicités bien au-delà. Et ils sont sollicités bien au-delà des 18 heures après le temps de poste. Moi j'avais remarqué, donc je suis président du comité départemental dans les sports du ministère, et j'avais remarqué qu'effectivement, sur nos propres salariés, on a la chance sur le secteur d'avoir une équipe technique régionale. Donc qui est en place. Ça revient un petit peu à ce que tu viens de parler au niveau de la Ligue. Et j'avais souhaité à ceux qui travaillent tous ensemble. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce qu'une personne faisait à Brest, quelqu'un d'autre était en train d'essayer de le faire dans le Morbihan, voire en Ille-et-Vilaine, ce qu'on appelle enfoncer des portes ouvertes. Et puis chacun fait son truc dans son coin, que tout existe. Et depuis qu'ils travaillent ensemble, j'ai un recul aujourd'hui de 18 mois, et bien c'est incroyable le bond en avant qu'on a fait sur la qualité du travail. Donc ça, je crois que ça, il faut qu'on se le dise tous. Le travail seul, une personne seule dans le club. Après, quand on parle de turnover relativement important, eh bien c'est logique. À force d'en avoir à la patate de rentrer tout seul dans le bureau, eh bien, il faut chercher ailleurs. Restera derrière, et ça ne résout pas, c'est évident. Il y a aussi des turnovers liés aussi au financement. On sait aujourd'hui que les financements, les uns et les autres, on connaît comment, je disais tout à l'heure, on les connaît, comment nos financements ils sont. On sait qu'on a des CDI,
fait des CDI sur 3 ans, des CDI sur 4 ans. Hein, il n'y a pas, on n'a pas, on manque personne de poste. Quand on entend du CDI à long terme. Donc on sait aussi qu'on sait qu'on a des dates butoirs de fin d'aide de l'État. Donc qu'est-ce qui se passera sur ces postes à la fin 2015, à la fin 2016, à la fin 2017? Et ces gens-là, il faut avoir la franchise de leur dire, préparez votre avenir, parce qu'on n'est pas sûr que tout est gardé demain. Et je crois que plus on pourra faire travailler les équipes ensemble, plus on aura de la chance de pouvoir les faire progresser. S'il vous plaît, je voulais juste dire une chose. On est en train de parler un petit peu comme des poètes, mais je crois qu'on oublie la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est que maintenant le sport, c'est devenu une industrie. Le ministre des Sports, on se demande à quoi il sert. Il y en a eu 9 en 7 ans. Il n'y a pas eu le temps de construire, il n'y a pas eu le temps de bâtir. Le CNTS actuellement, le CNTS qui devait être au profit des associations, des clubs et tout ça, il distribue actuellement 50 millions d'euros pour les équipements sportifs. C'est peut-être pas sa base la première, et c'est contre ça que s'était élevé Marie-Georges Dufay d'ailleurs. Mais maintenant, il donne 50 millions dans la construction d'équipements sportifs. C'est peut-être pas sa première mission, entre autres. Et le ministère du sport, c'est devenu un variable d'ajustement politique. Il manque un mec de gauche, un radical. Là, il y a quand même le ministre des Sports. Il y en a eu 9 en 7 ans. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, dans la réalité des choses, moi j'ai ici des enquêtes qui ont été faites à Quimper sur le volley, par exemple, le volleyball. On est en train de parler de, comment dirais-je, de choses qu'il faut subventionner, tout ça. Ben, le président de Quimper Volley 29 Élite, il dit lui-même, c'est l'omerta qui règne. Chacun se débrouille comme il peut. Les fédérations, ils ferment les yeux. Il y a des clubs qui trichent, des clubs qui ne trichent pas, et ils jouent tous dans le même panier. J'ai une autre enquête ici sur le basket, vous en parlez tout de suite, mais il faut savoir que beaucoup de présidents de fédérations, dont Jean-Pierre Suita, le président de la fédération de basket, ce sont des carriéristes. Ils travaillent pour aller plus haut, pour aller à la FIBA Europe, ils travaillent pour aller à la FIBA Monde, et ils montent des opérations de marketing pour grossir les licenciés de leur fédé artificiellement. Actuellement, il faut savoir que tous les tournois qui se font avec des jeunes, et ça se passe aussi dans d'autres sports, ils commencent par leur faire prendre une licence pour gonfler artificiellement les effectifs et pour avoir plus de subventions ensuite. Et ce sont les pauvres clubs qui en entraînent. Il est temps de définir en France une véritable logique du ministère des Sports qui représente actuellement 0,1%, je dis bien 0,1% du budget de la nation. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on a sollicité des témoins également, donc, ils sont salariés, si tu veux venir, tu te présentes. Bon. Alors moi je suis Patrice Prigence, salarié à la Légion Saint-Pierre de Brest, la section gymnastique depuis 1998. Je suis issu des emplois jeunes, donc les systèmes aidés dont on a pu parler et qui pour nous a fonctionné. Alors fonctionné en partie puisque en 1998 nous étions 2 emplois jeunes. Sur ces 2 emplois, je suis le seul qui reste en poste directement, même si, je pourrais en parler un peu plus tard, je ne suis pas le seul employé de la section gymnastique de la Légion Saint-Pierre. Alors, je me suis reconnu très bien dans tout ce qu'on a pu entendre ce soir. Ce que j'ai à dire, par contre, c'est que j'ai été embauché en 1998 sur un poste d'entraîneur.